commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Pierre Sertoff, je serai votre médiateur pour cette conférence avec Mickaël Mathieu. Mickaël Mathieu ayant des petits soucis de réseau et afin de permettre de conserver un débit de qualité, pour l'instant, il ne mettra pas sa caméra ni pendant son exposé. On essaiera de la remettre pendant les questions. Mais on va essayer de conserver toujours un bon débit pour qu'on puisse entendre son exposé et qu'on puisse voir ses PowerPoint. Merci donc à Mickaël Mathieu, merci à vous également participants et participantes de vous être rendus disponibles pour cette nouvelle conférence du Printemps de l'Histoire-Géographie, la 25e conférence de ce Printemps de l'Histoire-Géographie. À nouveau, je vous demande de bien éteindre vos caméras pour conserver un débit satisfaisant. Cette conférence étant un peu fragile sur ce point de vue, mais en plus elle est filmée. Et donc, nous souhaitons ne pas avoir de soucis de droit d'auteur et de droit d'image. Le Printemps de l'Histoire-Géographie est organisé par l'association Histoire d'en parler. Histoire d'en parler, donc une association créée en novembre 2017, avec pour objectif de vulgariser l'histoire géo. Avec la voix de spécialistes notamment, comme c'est le cas ce soir avec Mickaël Mathieu, mais aussi en allant dans le milieu scolaire. Notre objectif étant de permettre de faire de l'histoire par tous et pour tous, et depuis le début du confinement, partout. Le printemps se définit alors comme une série de conférences avec des thèmes d'histoire ou de géographie, de différentes époques, de différents thèmes, de différents sujets. Les conférenciers conférencières sont de formation multiples. Certains vont être doctorants, docteurs, professeurs, maîtres de conférences, professeurs dans le secondaire ou juste amateurs d'histoire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Mickaël Mathieu qui va nous présenter, on le voit sur son PowerPoint, un sujet ayant pour titre « Les combats dans le secteur de la Vaumarie du 6 au 12 septembre 1914 ». Maurice Genevois et Erwin Rommel face à face dans le Barrois. Mickaël Mathieu est docteur en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Il a soutenu une thèse ayant pour titre Révigny sur Ordun, Vaubecourt et la Première Guerre mondiale, histoire et mémoire dans 2 cantons ruraux de la Meuse, sous la direction de Jean-Noël Grandhomme. Il est aujourd'hui membre associé du CRUL, mais aussi conférencier pour Connaissance du Monde. À la fin de l'exposé, vous aurez l'occasion de poser des questions à Mickaël Mathieu sur ce sujet, sur les combats dans le secteur de la Vaumarie, soit par le chat, soit par le micro. Je vous expliquerai tout cela à la fin. En attendant, et pour conserver un bon débit, je vous demanderai encore de conserver vos caméras éteintes, vos micros également éteints, et d'écouter avec bienveillance et sérieux la conférence de Mickaël Mathieu qui commence donc maintenant. Merci beaucoup et tout de suite je laisse la parole à Mickaël Mathieu. Bien, merci Pierre. Bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis très content de présenter ce soir, dans le cadre du Printemps de l'Histoire Géo, cette conférence donc sur les combats dans le secteur de la Vaumarie. Donc des combats qui se sont déroulés du 6 au 12 septembre 1914. Alors, si je me suis intéressé donc aux combats dans ce secteur, c'est en lien donc avec ma thèse, effectivement, parce que ces combats se sont déroulés dans le secteur sur lequel j'ai fait ma thèse, des combats qui se sont déroulés pendant la Première Guerre mondiale. Alors, si je vous dis le nom de la Vaumarie, ça ne va peut-être pas vous dire grand-chose pour certains d'entre vous, mais si on regarde la période à laquelle se passe cette bataille, donc du 6 au 12 septembre 1914, on est... J'ai un petit souci, ça ne suit pas au niveau du PowerPoint. J'ai un petit souci là, ça ne suit pas au niveau du PowerPoint. Normalement, ça devrait aller. D'accord, merci Pierre. Est-ce que ça marche? Non, c'est toujours bloqué. C'est bizarre. Essayez de le fermer et de le relancer. D'accord. Alors. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Oh. Mince.
ne veut pas se fermer. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je reviens. C'est complètement verrouillé là pour l'instant. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de vous enlever le partage. D'accord. Alors, excusez-nous pour ce petit souci technique. Nous allons vite rétablir. Et je vous redonne l'animateur et vous allez pouvoir faire le partage d'écran normalement. Alors, je le mets comme ça. Alors, on va le faire défiler comme ça, ce sera peut-être plus sûr. Donc je disais, ça se passe donc pendant la première bataille de la Marne. Donc, pour rappel, voici donc le front de la première bataille de la Marne, un front donc qui est gigantesque, qui s'étend sur plus de 200 km de long, donc qui part donc du nord de l'Île-de-France, de Senlis, Crépy-en-Valois, pour aller donc jusqu'au sud de Verdun. Et cette bataille donc dite de la Vaud-Marie s'inscrit dans le cadre de cet immense front. Pour vous situer où se situe cette zone de front, ça correspond donc à la petite ellipse que vous avez donc sur la droite de la carte du front de la première bataille de la Marne. Alors, si on zoome un petit peu sur le secteur en lui-même, alors pour l'instant, je m'intéresse à la carte qui se trouve sur votre gauche. Donc, la Vaud-Marie indiquée par la flèche rouge, où vous situez un petit peu où se situe la Vaud-Marie. En fait, on est à une vingtaine de kilomètres au nord de Bar-le-Duc et on est à 40 kilomètres au sud de Verdun. On est donc dans le département de la Meuse. Maintenant, si on regarde sur la carte de droite, la Vaud-Marie donc apparaît en fait au centre de la carte de droite, puisqu'en fait c'est un lieu-dit. C'est un lieu-dit qui se trouve sur le territoire de la commune de Rambert-Couropot. Rambert-Couropot maintenant qui s'appelle depuis les années 70 Rambert-Cours-Somaine, parce que ce village a fusionné avec Somaine qui se trouve un petit peu plus au nord. Mais comme ça s'inscrit dans un front véritablement immense, je vais me concentrer uniquement sur les combats qui ont eu lieu, en fait, sur ce secteur, donc Rambert-Couropot, Somaine, Courcelles-sur-Aire. Maintenant, si on revient à la carte de gauche, on voit donc qu'au cours de cette période, dans ce secteur-là, se trouvait la 3e armée française, une armée donc qui était commandée depuis quelques jours seulement par le général Maurice Sarrail. Mais cette armée risque à ce moment-là d'être encerclée par la 5e armée allemande, qui était donc sous les ordres du Kronprinz impérial, le fils du Kaiser Guillaume II. Le gros des troupes du Kronprinz, vous le verrez peut-être sur la carte, se trouve en fait au sud-ouest de Verdun, mais il y a également un corps d'armée du Kronprinz qui se trouve au sud-est de Verdun, c'est le 5e armée corps. Vous aurez compris que l'objectif du prince héritier de l'Empire d'Allemagne à ce moment-là, c'est d'encercler la place forte de Verdun, mais aussi de conquérir plus au sud la ville de Bar-le-Duc, parce que le Kronprinz, c'est que c'est la ville natale du président de la République de l'époque, à savoir Raymond Poincaré. Voici donc le visage de ces deux généraux d'armée. À gauche, vous avez donc le portrait du général Sarrail, une statue de lui que l'on peut voir au centre-ville de Verdun, à côté du monument aux morts de la ville et à côté de la maison du tourisme. C'est une statue qui a été érigée en son hommage en 1936 et qui rend hommage justement au fait qu'il a, par son action, contribué à sauver la place de Verdun en 1914. À droite, donc, vous avez le portrait donc, du Kronprinz impérial avec sa coiffe des hussards de la mort, ce qui lui a valu d'ailleurs certaines caricatures. Comment expliquer que la guerre se soit approchée de Rambert-Couropot et de Somaine? Et bien pour cela, il faut revenir
au moment de la bataille des frontières. La bataille des frontières, donc, c'est une bataille qui se déroule entre le 22 et le 24 août 1914, et c'est une défaite assez lourde pour l'armée française, qui a énormément de pertes à ce moment-là. Pour rappel, le 22 août 1914, l'armée française perd ce jour-là 27 000 hommes. Et suite à cette bataille des frontières, l'armée française est contrainte de se replier sous les ordres du général Signe-Joffre. Et dans le département de la Meuse, c'est donc la 3e armée française qui passe sous les ordres du général Sarrail, qui se replie donc à l'ouest de la place forte de Verdun. Mais sur le territoire de Rambert-Coureau et de Somaine, ça va être donc dans cette 3e armée française, le 6e corps d'armée, sous les ordres du général Marcel Véraud, qui va arrêter sa retraite donc sur le territoire de Rambert-Coureau et de Somaine. Mais sur ces talons donc, se trouve l'un des corps d'armée du Crown Prince, c'est le 13e armée corps, un corps d'armée qui était sous les ordres du général Max von Fabeck et qui était originaire du royaume de Wurtemberg. Vous voyez sur la photographie de droite, donc ces soldats wurtembergeois qui sont en train de traverser la commune de Pré-en-Argonne, juste au nord de Somaine, donc tout près du secteur. Alors ce 13e armée corps, il faut savoir que c'est une grande unité qui est quand même attendue dans le secteur, puisqu'elle a été repérée quelques jours auparavant dans sa progression par les reconnaissances aériennes françaises. Et c'est un corps d'armée qui va recevoir le 5 septembre 1914, dans l'ordre d'attaque du Crown Prince, une mission assez ambitieuse, puisque depuis leur position, donc au niveau de Pré-en-Argonne, ces soldats wurtembergeois vont devoir parcourir, en théorie, pour la journée du 6 septembre, une distance supérieure à 20 km pour arriver non loin de Bar-le-Duc, au niveau du canal de la Marne au Rhin, afin de participer à la conquête à la conquête du chef-lieu meusien par les troupes du Crown Prince. Et si nous descendons encore à hauteur d'homme, cette fois dans ces 2 corps d'armée, on trouve 2 futures célébrités qui se sont donc affrontées sur le secteur de la Vaumairie. Du côté français, c'est Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, donc, qui était lieutenant au 106e régiment d'infanterie. Maurice Genevoix, qui d'ailleurs, pour rappel, va entrer au Panthéon cette année, le 11 novembre prochain. Et du côté allemand, donc, Erwin Rommel, futur général de la Seconde Guerre mondiale, qui lui, à ce moment-là, était lieutenant au 124e Infantry Regiment. Donc, ces 2 célébrités ont témoigné, ont laissé des témoignages écrits de ce qu'ils ont vécu au cours de cette semaine du 6 au 12 septembre 1914 dans leurs écrits respectifs. Maurice Genevoix, donc, c'est dans le premier cahier de son œuvre, Ceux de 14, un cahier intitulé Sous Verdun, qui est publié en 1916. Et pour la petite histoire, lorsque cet ouvrage paraît en 1916, on est encore pendant les hostilités, le passage que Maurice Genevoix a rédigé sur la Vaumairie a été censuré afin de ne pas impacter le moral de la population. Enfin, quant à Erwin Rommel, son témoignage lui est plus tardif, il date de 1937, on le retrouve dans un manuel de stratégie militaire qui s'intitule L'infanterie attaque, et là l'objectif d'Erwin Rommel n'était pas du tout le même que celui de Maurice Genevoix qui voulait témoigner. Erwin Rommel, lui, il revenait sur les batailles auxquelles il avait participé pendant la Première Guerre mondiale dans un but pédagogique, puisqu'il était à ce moment-là instructeur à l'Académie de guerre de Potsdam. Donc le 6 septembre 1914, la bataille commence du côté de Somaine. Le 6 septembre 1914, c'est à ce moment-là que les troupes françaises reçoivent le célèbre ordre du général Signe-Joffre, donc un ordre qui dit « Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. » Donc, du côté de Somaine, très exactement au nord du village, on trouve le 6 septembre 1914 le 106e régiment d'infanterie de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, il a raconté donc qu'il a été réveillé ce matin du 6 septembre 1914 par des coups de feu tirés non loin de là où il se trouvait, et qu'il a constaté aussi la présence de Uhlans, donc des cavaliers allemands qui étaient envoyés en reconnaissance. Et
à ce moment-là, donc, il va marcher avec sa section face aux troupes allemandes qui sont proches de Somme. Et après 10 jours de retraite, je vois donc témoigne de son enthousiasme de repartir à l'attaque. Je cite donc son œuvre. Il a écrit la chose suivante: nous commençons à progresser, ça marche vraiment, d'une façon admirable, avec la même régularité, la même aisance qu'au champ de manœuvre, et peu à peu monte en moi une excitation qui m'enlève à moi-même. Je me sens vivre dans tous ces hommes qu'un geste de moi pousse en avant face aux balles qui volent vers nous, cherchant les poitrines, les fronts, la chair vivante. Donc Maurice Genevoix et sa section progressent, mais face à eux, il se trouve donc un régiment wurtembergeois du 13e armée corps, à savoir le 125e Infantry Regiment, et il y a aussi l'artillerie allemande qui bombarde donc à partir du milieu de la matinée en direction de Somme. Un bombardement qui devient plus violent au cours de l'après-midi, et là Maurice Genevoix et ses hommes, qui ne bénéficient pas de soutien face à ce déluge de feu, sont obligés de se replier vers Rambert-Couropos, ce qui fait donc que Somme est conquise par les soldats wurtembergeois le soir du 6 septembre 1914. Dans le même secteur, le 13e armée corps a également conquis le chef-lieu de canton, Vaubecourt. Mais si on regarde la progression donc, des soldats wurtembergeois en cette journée du 6 septembre 1914, comparé à l'ordre d'attaque qu'ils avaient reçu pour cette journée où ils devaient, je vous le rappelle, parcourir au moins 20 km, eh ben, on est quand même très loin du compte pour les soldats wurtembergeois. Ils sont très loin d'avoir atteint donc, le canal de la Marne au Rhin. Ceci dit, pour la journée du 7 septembre 1914, le 13e armée corps reçoit l'ordre du Crown Prince de poursuivre son avancée, mais cette fois-ci avec des objectifs plus modestes, puisqu'ils reçoivent en fait la mission de pousser leur ligne en direction de Rambert-Couropos. Alors la ligne du 13e armée corps, je l'ai matérialisée donc, sur cette vue aérienne par la ligne en pointillé vert que vous avez. Donc effectivement, les soldats wurtembergeois vont partir depuis Vaubecourt et Somme en direction de Rambert-Couropos. Donc c'est une distance plus raisonnable qui est comprise entre 2 et 3 km. Mais c'est quand même un parcours difficile qui attend les soldats wurtembergeois, puisque dans cette plaine où il n'y a que des champs, il y a quand même des troupes françaises qui sont en couverture. On a notamment la 17e brigade d'infanterie française qui se trouve au niveau du bois du Défuy, que vous voyez sur la vue aérienne. Vous avez aussi la 107e brigade d'infanterie qui se trouve donc sur la route menant à Somme. Et si on regarde donc autour de Rambert-Couropos, on voit quand même qu'il y a plusieurs côtes, plusieurs collines, et ces hauteurs vont servir pour disposer les batteries d'artillerie françaises pour faire face donc à la progression des soldats du 13e armée corps. Donc ceci dit, ces soldats du wurtembergeois, ils partent donc dès le matin du 7 septembre 1914 depuis Vaubecourt et depuis Somme en direction de Rambert-Couropos. Et c'est à ce moment-là donc qu'entre en jeu Erwin Rommel. Donc Erwin Rommel lui part depuis Vaubecourt avec son régiment, le 124e Infantry Regiment, mais il est aussi accompagné d'un autre régiment qui est le 123e Grenadier. Et il traverse donc cette plaine qui doit les mener à Rambert-Couropos, mais comme je viens de vous l'expliquer, l'artillerie française étant installée sur les hauteurs, ils voient arriver au loin donc ces soldats wurtembergeois et ils se mettent à tirer dans les canons français tirent en direction donc des soldats allemands, ce qui fait que Erwin Rommel et ses hommes doivent se cacher comme ils le peuvent dans les champs afin d'échapper aux vues des artilleurs français. Cependant, du côté allemand, on voit bien que ça n'avance pas au niveau des troupes d'infanterie, donc on fait jouer également l'artillerie lourde. Et là, je vais citer encore une fois Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, comme vous voyez sur cette vue aérienne, qui se trouve encore à Rambert-Couropos, et il a témoigné donc de ce bombardement allemand qui a été fait en direction de Rambert-Couropos. Voici ce qu'il a écrit. À partir de 3 heures, l'artillerie lourde allemande bombarde Rambert-Couropos. À 5 heures, le feu prend à l'église. Le rouge de l'incendie se fait plus ardent à mesure que les ténèbres augmentent.
À la nuit noire, l'église est un immense brasier. Les poutres de la charpente dessinent la toiture en traits de feu, appuyée et en hachure incandescente. Le clocher n'est plus qu'une braise énorme au cœur de laquelle on aperçoit, toute noire, les cloches mortes. La charpente ne s'effondre pas d'un seul coup, mais par larges morceaux. On voit les poutres s'infléchir, céder peu à peu, rester suspendues quelques instants au-dessus de la fournaise, puis dégringoler avec un bruit étouffé. Et chaque fois, jaillit très haut une gerbe d'étincelles claires dont le rougeoiement, comme un écho, flotte longtemps sur le ciel sombre. Alors pour illustrer donc ce bombardement qu'a décrit Maurice Genevoix, voici donc une photo, enfin des photos de l'église Saint-Louvent. Donc à gauche une photo de son état actuel, et à droite vous avez donc l'église Saint-Louvent, enfin ce qu'il en subsistait suite à ce bombardement allemand du 7 septembre 1914. Mais je vais revenir à l'attaque menée par Erwin Rommel et le 104e Infanterie Regiment en direction donc, de Rambert-Courbevoie. Le soir, donc, Erwin Rommel et ses hommes repartent à l'attaque et ils arrivent au niveau d'une forêt, donc, qui est le bois du Défuit. Et là, arrivés à proximité de cette forêt, ils sont accueillis par des tirs français. Donc, ce sont des soldats de la 17e brigade d'infanterie qui se sont retranchés dans ce bois. Les Wurtembergeois sont surpris dans un premier temps, mais ils se mettent à riposter. Et Rommel a résumé ainsi la situation. Les braves fusiliers sont engagés dans un violent duel au fusil avec l'ennemi. Cela claque tout autour et la mort moissonne. Les mitrailleuses lourdes ouvrent le feu sur l'ennemi. Peu après, nous donnons l'assaut, suivi par l'unité qui est sur notre droite. La fusillade éclaircit nos rangs, mais n'arrête pas notre élan. Le cri de guerre de mille-gorges retentit à la lisière des bois. La victoire nous y fait signe. Après cette fusillade faite par les Allemands, les soldats français qui se trouvent dans le bois se replient, donc ce qui permet aux soldats allemands d'y pénétrer à leur tour. Mais Erwin Rommel, lui, à ce moment-là, redoute, puisqu'on est à la nuit tombée, il redoute qu'il y ait une contre-attaque française dans le bois du Défuit. Donc il décide de contourner. Et là, mauvaise surprise pour lui, il assiste à une sortie de troupes françaises en direction de Rambert-Courbevoie. Donc il y a quand même un combat qui s'engage à ce moment-là. Un combat qui va coûter la vie à 30 soldats français. 12 d'entre eux vont être faits prisonniers par les Allemands. Mais cette sortie française va permettre le repli des troupes françaises qui étaient engagées donc, dans la plaine entre Rambert-Courbevoie et le point de départ des soldats du 13e Armée Corps. Donc ça permet le repli de la 17e brigade, mais aussi de la 107e brigade d'infanterie qui subit de lourdes pertes. Un peu plus à l'est, donc les soldats allemands ont approché également de la gare de la Vaumary, donc une gare qui relevait du chemin de fer meusien. Et cette gare, dans les combats, va être incendiée, mais les Français vont réussir à la tenir. Et ils vont s'en servir donc de cette gare, mais aussi de la voie ferrée qui la dessert, pour établir une première ligne de défense. Voici la ligne de front au soir du 7 septembre 1914. On le voit donc du côté allemand. Les troupes n'ont pas réussi à atteindre Rambert-Courbevoie. Donc encore une fois, elles n'ont pas pu tenir l'objectif qui leur a été assigné. La ligne de front donc, se fixe à peu près en suivant la ligne de chemin de fer du Meusien, et les soldats français donc, à ce moment-là vont structurer la défense à partir de cette ligne de chemin de fer. Le long de la ligne de chemin de fer du Meusien, au niveau de la gare de la Vaumary, il va y avoir donc 3 bataillons de chasseurs à pied qui vont se mettre en position. Donc ces bataillons, ce sont le 25e, le 26e et le 29e bataillon de chasseurs à pied. Leurs effectifs vont être complétés par quelques soldats relevant de la 12e division d'infanterie française. Le restant de la 12e division d'infanterie française, lui, va se positionner, si vous voyez bien sur la carte, sur la route qui relie Rambert-Courbevoie à Chaumont-sur-Aire, 2e ligne de défense. Et enfin, il y a un 3e rideau défensif avec la 107e brigade d'infanterie qui, bien qu'éprouvée par sa résistance au cours de cette journée du 7 septembre 1914, est placée donc au niveau de la commune des Maras en 3e rideau. Ce qui fait donc que dans les jours suivants, les 8 et 9 septembre 1914,
les soldats allemands ne progressent plus sur le terrain de la Vaumary. Comment peut-on expliquer? Eh bien, en fait, on a vu que au cours de la journée du 7 septembre 1914, l'artillerie française, bien installée sur les hauteurs, a gêné l'avance des Allemands. Et ben, cette artillerie française va véritablement bloquer l'artillerie, va bloquer les troupes allemandes au cours de ces journées du 8 et 9 septembre 1914. Les artilleurs français, depuis leur position haute, bombardent face à toute sortie allemande depuis les positions allemandes, d'une part. Et en plus, l'artillerie française est très bien renseignée par les observations aériennes allemandes, ce qui fait que l'artillerie française aussi parvient à détruire certaines batteries allemandes. Du coup, les Allemands se retrouvent en infériorité sur le plan de l'artillerie. Du côté de l'infanterie, nous ne sommes pas en reste, puisque du côté français, les troupes en ligne restent vigilantes, mais elles consolident leur position en des tranchées. On en voit une ici sur cette photo, une tranchée qui a été creusée devant la ferme de la Vaumary. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la tranchée du front de la guerre de position qui était à hauteur d'homme. Là, c'est une tranchée qui était creusée très rapidement, dont la hauteur atteignait au mieux les genoux des soldats. Donc, du coup, ce qui faisait que dans ces tranchées, ils se tenaient en position allongée ou semi-allongée. Ils pouvaient compléter la tranchée et constituer comme un parapet en disposant leur sac à dos devant. Et n'oublions pas aussi qu'ils sont dans des communes qui ont été désertées par leurs habitants. Et les soldats français n'ont pas hésité à aller se servir dans les habitations vides du secteur, en portant des portes, des volets, afin de compléter donc ces éléments de tranchée et faire face à une éventuelle nouvelle attaque des soldats du 13e Armée Corps. Donc, les 8 et 9 septembre, le front ne bouge pas. Les pertes sont dues à ce moment-là essentiellement à l'artillerie. Et pour expliquer la suite des événements, il va falloir prendre un petit peu de hauteur. Il va falloir revenir au niveau donc, du Kronprinz, au niveau du commandant de la 5e armée allemande. Alors, le 8 septembre 1914, le Kronprinz a reçu à son quartier général de Varennes la visite du lieutenant-colonel Richard Hensch. Donc, le lieutenant-colonel Hensch, c'était le chef du bureau des renseignements au grand quartier général allemand, et il était envoyé donc par le général en chef de l'armée allemande, von Moltke, afin de visiter donc les généraux des armées allemandes engagés sur le front de la bataille de la Marne. Donc, il avait commencé sa tournée auprès du Kronprinz, mais ne constatant qu'il n'y avait visiblement aucun souci sur le front de la 5e armée, le lieutenant-colonel Hensch était parti très rapidement. Cependant, le lendemain de cette visite, le Kronprinz et son chef d'état-major, le général Schmidt von Knobelsdorff, se rendent donc auprès du général Max von Fabeck, le commandant du 13e Armée Corps, à son quartier général de Hèvres. Et là, le général von Fabeck leur explique la situation, que les troupes ne progressent plus à cause de l'artillerie. Et il va soumettre au Kronprinz et à Schmidt von Knobelsdorff une idée, puisque les batteries d'artillerie françaises tirent uniquement la journée. L'idée pour contourner cet obstacle, ce serait d'attaquer de nuit sur un front étendu afin de détruire les batteries d'artillerie françaises et ainsi pouvoir poursuivre la progression. Après cette réunion avec le général von Fabeck, le Kronprinz se rend dans la commune de Triocourt. Et là, il réunit tous ses chefs de corps. Et ils font le point sur la situation, et le constat est sans appel. Comme pour le 13e Armée Corps, toutes les autres armées, tous les autres corps d'armée du Kronprinz sont véritablement bloqués à cause de l'artillerie française. Et au moment donc, où a lieu cette réunion, il y a aussi des rumeurs qui commencent à circuler dans l'état-major de la 5e armée allemande, des rumeurs concernant les difficultés que connaissent les 1ère et 2e armées allemandes, qui elles sont engagées sur la partie francilienne du front de la Marne, et dont on commence déjà à envisager la retraite, un mouvement qui pourrait entraîner ensuite la retraite de la 5e armée allemande. Donc le Kronprinz, à ce moment-là, après avoir fait le point,
il reprend l'idée du général von Fabeck, à savoir donc de faire une attaque de nuit avec plusieurs de ses troupes contre le front tenu par le 6e corps d'armée, et aussi plus au nord, contre le front tenu par le 3e groupe de division de réserve du général Paul Durand, afin donc de détruire les batteries d'artillerie. Mais aussi, si cette attaque réussit, il y a 2 conséquences qui peuvent être possibles pour la 5e armée allemande. Soit, d'une part, les positions françaises sont suffisamment percées pour que cela permette donc à l'ensemble des troupes du Crown Prince de les dépasser et ainsi de faire la jonction avec le 5e armée corps. Donc, vous vous souvenez, ce corps d'armée qui est engagé au sud-est de Verdun et qui est engagé à ce moment-là dans le siège du fort de Troyon, ce qui permettrait donc d'encercler Verdun et aussi donc de prendre Bar-le-Duc. L'autre possibilité, c'est que l'attaque permettrait de repousser suffisamment les troupes françaises. Et si jamais il venait à y avoir un ordre de retraite qui venait à être donné, cela laisserait du temps à la 5e armée allemande pour se replier sans encombre, pour replier aussi bien les hommes, mais aussi le matériel. Cependant, ce projet d'attaque allemande souhaité par le Crown Prince, il doit recevoir l'accord du général von Moltke. Et on sommes à ce moment-là le soir du 9 septembre 1914, il est 19h30, et dans un premier temps, donc, le général von Moltke répond par la négative, en raison, dit-il, de la situation générale sur le front, effectivement liée aux difficultés que connaissent non seulement les 1ère et 2e armées allemandes, mais aussi la 3e et la 4e armée, qui commencent à lâcher prise face aux assauts français. On avance aussi comme raison les difficultés de ravitaillement à venir, notamment en munitions. Mais là, le Crown Prince insiste, parce qu'il est persuadé que son attaque nocturne réussira dans un sens ou dans l'autre. Et face à l'insistance du prince héritier de l'Empire allemand, le général von Moltke lui laisse le choix. Soit il renonce à son projet d'attaque nocturne, soit il l'exécute, mais sous sa propre responsabilité. Le Crown Prince, lui, dans son projet, il est soutenu par son chef d'état-major, Schmidt von Knobelsdorff, et donc il décide de maintenir l'attaque nocturne. Et là, je fais une petite parenthèse. Mais en gros, le Crown Prince applique la consigne que son père, le Kaiser Guillaume II, lui avait dit au moment de la mobilisation allemande. Il lui avait dit la chose suivante: je t'ai confié le commandement de la 5e armée. Tu auras comme chef d'état-major le général von Knobelsdorff. Ce qu'il te conseillera, tu le feras. Donc l'attaque est finalement confirmée à 21h, le soir du 9 septembre 1914. Voici le plan de cette attaque allemande pour la nuit à venir. Donc, elle est confiée du sud vers le nord à la 12e régiment. On a aussi la 26e et 27e Infantry Division. Donc là, ce sont les 2 divisions du 13e Armée Corps qui vont attaquer dans la direction de Rambert-Couropos. Un petit peu plus au nord, vous avez la 77e Infantry Brigade qui doit attaquer dans la vallée de l'Aire. Et enfin, sur l'autre rive de la vallée de l'Aire, ce sont les 33e et 34e Infantry Division qui doivent attaquer. Donc là, ce sont les divisions du 16e Armée Corps du général Bruno von Mudra. L'ordre d'attaque est ensuite transmis à toutes ces unités, mais il est transmis très tardivement, on peut même dire à la dernière minute, puisque les premiers soldats qui vont monter en ligne pour cette attaque, ils vont partir aux alentours de minuit. Pour cette attaque aussi ambitieuse, il aurait fallu pouvoir faire des reconnaissances de terrain, ce qui n'a pas été fait depuis le sol et qui a été fait seulement par les observations aériennes allemandes au cours de la journée du 9 septembre 1914. Et en plus, pour l'ensemble des combattants qui va se retrouver pris dans cette bataille nocturne du 9 au 10 septembre 1914, c'est une véritable nuit en enfer qui se prépare, puisque les conditions météo qui jusque-là étaient marquées par du beau temps, de la chaleur, elles se dégradent dans cette nuit. Il se met à pleuvoir, il y a un orage qui éclate.
Lorsque les troupes allemandes se mettent en marche et elles doivent partir, mais avec des fusils qui sont en théorie, je dis bien en théorie, déchargés, parce que dans le noir, dans cette obscurité quasi totale, si les soldats wurtembergeois se mettaient à tirer des coups de feu, cela pourrait trahir leur présence dans l'obscurité. D'ailleurs, les historiques de régiments wurtembergeois que j'ai pu lire disent bien que la seule arme autorisée était la baïonnette. Donc, pour cette offensive, pour se reconnaître dans le noir, les soldats allemands disposent quand même d'un mot de passe qui est Sieg oder Tod, ce qui signifie la victoire ou la mort. Mais c'est véritablement une attaque périlleuse qui les attend. Ils doivent se montrer discrets d'une part, c'est vrai, mais ils doivent aussi faire preuve de ruse au moment donc d'approcher des positions françaises. Et là, on a plusieurs témoignages qui disent ce que les ruses qui ont été employés par les soldats allemands lorsqu'ils sont approchés des lignes françaises dans cette nuit du 9 au 10 septembre 1914. Il y a certains témoignages qui disent que les Allemands ont utilisé des gerbes de blé comme couverture pour approcher. On a aussi le témoignage du colonel Adrien Henry. Adrien Henry, à ce moment-là, qui est sergent au 161e régiment d'infanterie. Adrien Henry, il a combattu au nord de Courcelles-sur-Aire, donc dans le secteur du bois du Landelu. Et il a raconté, lui, dans ses écrits, que les soldats allemands se sont approchés d'eux en disant 154e Verdun. Enfin, dernier stratagème employé, c'est que les soldats allemands se mettent au milieu de la nuit à sonner au clairon le cessez-le-feu français, puis se ruent d'un coup à l'assaut des positions françaises. Du côté français, donc il est minuit lorsque les soldats allemands approchent, il y a quand même beaucoup qui ne dorment pas, puisque, comme je vous l'ai dit, il s'est mis à pleuvoir au cours de cette nuit, et aussi parce que leur ravitaillement en eau et en nourriture venait d'être fait. Et là, pour décrire l'impression qu'ont eu les Français face à cette rue allemande au milieu de la nuit, je laisse la parole à Maurice Genevoix. Maurice Genevoix qui était donc en ligne au niveau de la première ligne de défense française, près de la gare de la Vaumarie. Voici ce qu'il a écrit. Le vent se lève, la nuit est noire toujours. Je vais essayer de m'en rendormir lorsque quelques balles sifflent au-dessus de moi. Il m'a semblé qu'elles étaient tirées de tout près. Pourtant, il y a du devant nous. Je sais que ma compagnie est réserve des avant-postes. Alors, je n'ai pas le temps de chercher à comprendre. Brusquement, une fusillade intense éclate, gagnant de proche en proche tout le long de la ligne, avec une vitesse inouïe. Les détonations claquent aigrement, aucun doute. Ce sont les Boches qui tirent, nous sommes attaqués. Effectivement, les Allemands profitent à ce moment-là de l'effet de surprise de leur attaque. Ils percent la première ligne de défense française et contraignent donc les chasseurs et fantassins français qui se trouvaient le long de la voie ferrée du Meusien repliés. C'est un repli qui va donc jusqu'à Hérisy-la-Petite, à l'entrée de la vallée de l'Aire. Mais sur la plateau de la Vaumarie, ça va jusqu'à la ferme de la Vaumarie. Mais à ce moment-là, au moment où les soldats wurtembergeois atteignent la ferme de la Vaumarie, il se passe quelque chose, puisque ils commencent à se perdre dans leur progression, ils se perdent aussi au niveau des liaisons entre les régiments, et alors qu'ils n'en avaient pas le droit, ils se mettent à faire usage de leurs fusils. Et ce qui était redouté arrive. Quand ils tirent des coups de feu, cela permet aux soldats français qui sont à la ferme de la Vaumarie de voir où ils se positionnent à peu près et de riposter à leur tour, parfois par salve. Outre les coups de feu, il y a d'autres points de repère qui apparaissent dans ces combats dans la nuit du 9 au 10 septembre 1914. Ce sont ceux des incendies. Il y a plusieurs incendies qui sont déclenchés par les Allemands. On a notamment l'incendie de la ferme des Merchines, près de l'île aux Barrois. On a Courcelles-sur-Aire qui est incendiée, mais on a aussi la ferme de la Vaumarie qui est incendiée. Et là, je cède la parole à un autre témoin célèbre de la bataille de la Vaumarie, c'est Paul Jolibois. Paul Jolibois, donc, qui faisait partie du 29e bataillon de chasseurs à pied. Et voici ce qu'il a écrit. Certains éléments ennemis ont pu passer notre ligne et incendier la ferme de la Vaumarie. C'est à la lueur de cet incendie que nous luttons et tenons jusqu'au jour, malgré de terribles pertes. Quelle nuit, quel cauchemar. C'est sinistre, horrible. Cris, clameurs, fusillades, puis gémissements, appels désespérés, des blessés, des mourants. Il y a des points de repère qui sont apparus sur le front, c'est vrai, mais malgré tout, dans l'obscurité, la confusion reste grande.
Là, je vais revenir au cas de Maurice Genevoix. Donc, Maurice Genevoix, comme il était en première ligne, au niveau de la voie ferrée du Meusien, il a été dépassé par les soldats wurtembergeois. Et il va essayer donc de retrouver les chasseurs à pied français. Et pour pouvoir les retrouver, il va ramasser un moment sur le champ de bataille un casque à pointe allemand, il va le coiffer, il va se mêler comme ça aux Allemands, criant des fois des expressions en allemand telles que Hurrah, Vorwärts. Et arrivé au niveau des chasseurs français, il va poursuivre notamment 3 retardataires allemands qu'il va abattre dans le dos. Je fais une petite parenthèse, puisque tout à l'heure je vous parlais de la censure dont l'œuvre de Maurice Genevoix avait fait l'objet pendant les hostilités. Et bien, cette anecdote de Maurice Genevoix qui court après 3 soldats allemands pour les abattre froidement dans le dos, l'académicien l'avait lui-même censuré de son œuvre avant de la réintégrer dans l'édition de 1949 de Sceaux de 14 par souci de vérité. Dans le 106e régiment d'infanterie, je ne résiste pas aussi au plaisir de vous raconter ce qui est arrivé à Robert Porchon, donc, qui était le grand ami de Maurice Genevoix dans ce régiment. Robert Porchon, lui, dans l'obscurité, il a voulu rassembler ces hommes qui étaient en train de se replier. Et il a attrapé un moment quelqu'un par le bras. Malheureusement, il a attrapé un soldat allemand. Et le soldat allemand s'apprête à la tuer d'un coup de baïonnette. Et ce qui sauve Robert Porchon, c'est l'intervention du caporal Maurice Honorat-Couvray qui abat ce soldat allemand. Robert Porchon, qui dans son carnet de route a écrit qu'à propos de la bataille de la Vaumarie, qu'il avait vu alors le jour le plus effrayant de sa vie. Mais ce qu'ont vécu Maurice Genevoix et Robert Porchon, ce ne sont que des exemples de la confusion qui règne sur le champ de bataille de la Vaumarie au cours de cette nuit du 9 au 10 septembre 1914. Là, je vais revenir vers Adrien Henry. Donc, Adrien Henry, comme je disais, qui se bat du côté du bois Landelus, au-dessus de Courcelles-sur-Aire. Et voici ce qu'il a écrit. Ce fut une nuit terrible. Par moments, nous étions mélangés, français et allemands. Au cours d'une éclaircie, on distinguait une pointe de casque prussien et on tirait. Les commandements amis et ennemis s'entrecroisaient. À un moment donné, 2 forts groupes allemands tirèrent l'un sur l'autre. C'est ce qui nous sauva. Donc là, ce passage rédigé par Adrien Henry que je viens de vous lire fait part d'une réalité assez terrible qui s'est produite dans cette nuit du 9 au 10 septembre 1914. Ce sont les tirs fratricides. Donc les Allemands ont eu énormément de pertes à cause de ces tirs fratricides, mais il faut savoir que ça arrivait aussi donc aux Français. Donc là, j'avais oublié de mettre cette diapositive. Donc c'est la ferme de la Vaumarie qui est en ruine après l'incendie au cours de l'attaque nocturne. Voici donc un témoignage qui nous vient de Paul Hutin Degré. Alors Paul Hutin Degré, il est connu comme étant le fondateur du journal Ouest France, mais il était originaire du département de la Meuse et il a participé à cette bataille de la Vaumarie dans les rangs du 25e bataillon de chasseurs à pied. Alors, je ne vais pas lire non plus tout cet extrait, je vais seulement lire le dernier paragraphe. Vers 6h15, nous ouvrons le feu sur quelques silhouettes mouvantes au bas d'une colline. Je scrute avec ma jumelle et reconnais les chasseurs à pied. Je supplie que l'on ne tire pas. Inutile. Ils sont pris d'un tel désir de descendre des boches qu'ils tuent et blessent 7 ou 8 de nos pauvres petits chasseurs qu'ils avaient pris pour l'ennemi. Donc, là, du côté français, il y a eu aussi les tirs fratricides. Alors, ces tirs fratricides, oui, ils sont dus à l'obscurité, au fait que les combattants en ligne ne voyaient pratiquement rien, c'est vrai. Mais il y a d'autres raisons qui peuvent les expliquer, notamment ils sont le reflet de la tension extrême qui a régné chez les combattants de ces combattants disent qu'ils ont tiré véritablement sur tout ce qui approchait par instinct de survie. En gros, il s'agissait de tuer ou d'être tué. Donc, revenons-en à la bataille. Donc, dans cette nuit du 9 au 17 septembre 1914, les soldats français résistent tant bien que mal face aux soldats allemands qui sont plus nombreux qu'eux, mais cette résistance a un prix. Les soldats français épuisent en munitions. De plus, à cause de la pluie, à cause de la boue qui est apparue, il y a plusieurs fusils français qui sont hors d'usage. Et lorsque l'aube arrive sur le champ de bataille, eh bien, les soldats français
ni plus ni moins désarmés. Et malgré qu'il y ait la brume à ce moment-là, les soldats allemands parviennent à se regrouper puisqu'ils se mettent à chanter, d'après les témoignages, ils se mettent à chanter notamment la garde au Rhin, et ça leur permet de se regrouper. Une fois qu'ils se sont regroupés, ces soldats allemands, ils se mettent en ligne leurs mitrailleuses et ils font feu sur les soldats français qui sont contraints au repli. C'est à ce moment-là, il y a plusieurs soldats français qui vont être tués ou gravement blessés à cause donc de cette mitraille allemande. C'est notamment le cas de Paul Jolibois, qui est gravement blessé, mais qui parvient malgré tout à fuir. C'est à ce moment-là aussi que Maurice Genevoix se replie, mais en se repliant, Maurice Genevoix va rencontrer des artilleurs français, et voici ce qu'il a écrit. Les artilleurs se démènent, courent, sautent, gesticulent tout autour de leur pièce. J'ai l'impression qu'en ce moment même, quelque chose se passe de très heureux, de très exaltant. Et je demande à un lieutenant, qui observe la jumelle en frémissant de tout son corps, ça va? Il se tourne vers moi, la joie qui lui emplit la poitrine éclaire son visage. Il a un rire de bonheur exubérant. Si ça va, mais ils ne tiennent plus, ils foutent le camp comme des lapins. Effectivement, au petit matin, si les Allemands ont fait usage de leurs mitrailleuses, les soldats du côté français, on a fait jouer les canons, puisque la résistance française a fait que les Allemands n'ont pas atteint toutes les batteries d'artillerie françaises qui se trouvaient sur les hauteurs dans le secteur de la Vaumary. Il y a seulement les batteries des 55e et 58e régiments d'artillerie de campagne au-dessus de Courcelles-sur-Aire qui ont été conquises par les Allemands, mais toutes les autres sont restées intactes et elles se mettent à faire feu en direction des soldats allemands et elles en fauchent plusieurs. Le bombardement allemand va être quasi continu au cours de cette le bombardement français, excusez-moi, va être quasi continu sur au cours de cette journée du 10 septembre 1914. Et là, je cède la parole à Erwin Rommel, qui a participé aussi à l'attaque nocturne. Erwin Rommel, donc, qui est parti depuis le bois du Défuy. Il est parti avec la deuxième vague d'assaut allemande sous les coups de 3-4 heures du matin. Et au petit matin, il était proche d'entrer dans Rambert-Coropos. Et voici ce qu'il a écrit. Maintenant, une batterie française nous tire dessus à partir d'une position à découvert sur la colline juste à l'ouest de Rambercourt, à une portée de 1000 mètres. Nous plongeons dans un sillon labouré pour éviter les obus ennemis et nous nous couvrons de brassées d'avoine en espérant échapper aux vues des observateurs ennemis. Et Erwin Rommel complète son récit en disant que lui et ses hommes ont dû rester ainsi terrés pendant toute la journée du 10 septembre 1914 afin d'échapper au vu des artilleurs ennemis. Ce n'est que le soir qu'ils ont pu sortir de leur cachette et aller rejoindre les lignes allemandes. Bon, je précise toutefois que cette mésaventure qui arrive à Erwin Rommel, ce n'est pas de là qu'il tire son surnom de renard du désert. Donc, le 10 septembre 1914, le front est à nouveau fixé. Certes, les soldats allemands ont pu progresser. Le Crown Prince est content des résultats de son offensive. Mais au cours de cette journée du 10 septembre 1914, alors que ces hommes continuent à subir le bombardement français, et ben le Crown Prince reçoit à nouveau la visite du lieutenant-colonel Richard Hensch. Et là, cette fois-ci, cette visite se passe beaucoup moins bien parce que Hensch annonce de mauvaises nouvelles au Crown Prince. Il annonce que les difficultés des premières, deuxième, mais aussi troisième et quatrième armées allemandes se sont accrues au cours de ces dernières heures et qu'il va falloir envisager la retraite de la 5e armée allemande. Alors là, le Crown Prince n'est pas d'accord. Il exige donc que la retraite lui soit ordonnée par le général, par le général von Moltke. Et dès le lendemain, effectivement, donc alors j'ai oublié de vous mettre cette diapositive, donc il montre à peu près où a été fixé le front. Les soldats français se sont repliés donc le 17 septembre 1914 sur une ligne qui va du sud de l'île en Barrois jusqu'à Neuville-en-Verdunois. Donc, comme pour en venir donc au Crown Prince, le 11 septembre 1914, 24 heures après avoir reçu la visite du lieutenant-colonel Hensch, et ben, le Crown Prince reçoit la visite du général von Moltke. Alors, il faut savoir que les deux commandants armés ne s'apprécient pas vraiment.
et von Moltke voudrait que la 5e armée se replie immédiatement. Et le Kronprinz ne le veut pas parce que pour lui, la situation est toujours favorable suite à l'attaque nocturne dans la nuit du 9 au 10 septembre 1914. Les troupes françaises, comme vous l'avez vu, se sont repliées, mais aussi le Kronprinz attend toujours le résultat de l'attaque engagée par le 5e armée corps contre le fort de Troyon afin d'envisager éventuellement la jonction donc, de toutes ces troupes pour encercler Verdun. Mais au cours de cette journée du 11 septembre 1914, le danger se rapproche pour la 5e armée allemande, puisque non loin de là, dans la trouée de Revigny, la 4e armée s'est déjà repliée face à la contre-offensive française. On redoute donc maintenant du côté allemand une contre-attaque française qui isolerait véritablement la 5e armée allemande et ce qui nuirait encore plus à son ravitaillement. Et le soir du 11 septembre 1914, le général von Moltke ordonne la retraite de la 5e armée allemande. Le Kronprinz donc est contraint cette fois-ci de se plier à la décision de son supérieur. Il donne à ses troupes l'ordre suivant. Sur l'ordre du grand quartier général, je dois, le cœur gros, faire reculer l'armée afin de pouvoir continuer à agir dans le cadre de la situation générale. Sur toute la ligne, notre retraite s'exécute librement, sans être forcée par une défaite. Donc, à partir du soir du 11 septembre 1914, donc, la 5e armée allemande se replie également. Elle doit se replier plus au nord, sur une ligne qui va de Sainte-Menou jusqu'à la forêt d'Argonne. Mais l'ordre de retraite n'est pas vraiment approuvé dans les rangs de la 5e armée allemande, comme en témoigne Erwin Rommel, qui a déclaré du coup, si nous sommes heureux de quitter ce chaudron du diable, nous ne pouvons comprendre que nous devons battre en retraite. Donc la 5e armée allemande commence son repli dans la nuit du 11 au 12 septembre 1914. Mais du côté français, les troupes françaises qui se sont repliées loin, qui sont épuisées, elles vont vouloir d'abord se réorganiser et elles vont engager la poursuite contre les troupes allemandes seulement donc à partir du 13 septembre, soit 48 heures après le départ des Allemands, une situation qui va provoquer la colère justement du généralissime Joffre, ce qui fait aussi que la victoire de la Marne n'a pas été pleinement exploitée du côté français. Donc oui, on peut dire que c'est un succès défensif pour les Français, pour l'armée française, un succès qui a replacé donc dans l'intégralité donc de la bataille de la Marne, mais un succès donc qui a coûté comme très très cher en hommes. Aussi bien du côté allemand que du côté français. Du côté allemand, voici une étude du bilan de la bataille de la Vaumarie. Alors, ça dit la chose suivante. Le 120e régiment wurtembergeois se reforma au soir du 10 à 2 petits bataillons. Au 121e, 508 hommes tués, blessés, disparus. Au 124e, 8 officiers, 213 hommes tués, blessés, disparus. Au 127e, 17 officiers, 729 hommes, etc., etc. Du côté français, les pertes sont également lourdes. Dans le 161e régiment d'infanterie d'Adrien Henry, il y a eu 533 hommes perdus. Dans le 26e bataillon de chasseurs à pied, 325. Et enfin, dans le 29e bataillon de chasseurs à pied de Paul Jolibois, ce sont seulement 698 chasseurs qui ont survécu sur un effectif de base de 1400 chasseurs. Ce bataillon a perdu la moitié de son effectif à la Vaumarie. Et d'ailleurs, les survivants ont baptisé le champ de bataille de la Vaumarie, enfin, ils l'ont surnommé plutôt le cimetière du 29e. Alors la guerre s'éloigne définitivement de Rambert-Couroppeau et de Somaine, du secteur de la Vaumarie, mais le secteur est ruiné. Rambert-Couroppeau est aux 2 tiers détruite à cause des bombardements subis. Et le champ de bataille de la Vaumarie, pendant les jours, même les mois qui suivent, c'est un vaste charnier à ciel ouvert. Il va falloir des mois pour pouvoir enterrer tous les morts qui se gisent sur le champ de bataille. Et dans les mois suivants, même dans le restant de la guerre, sur le champ de bataille de la Vaumarie, on pouvait voir donc ces tombes isolées, des fois individuelles, des fois des fosses communes,
qui témoignait donc de ce qui s'était passé au cours de cette semaine de combat pendant la bataille de la Marne. Ceci dit, c'est un champ de bataille où les traces du combat vont disparaître assez rapidement, puisque dans les jours qui suivent, la voie de chemin de fer du Meusien, par exemple, qui a été endommagée à cause de la bataille, elle va être remise en état et le train va circuler à nouveau. On le voit d'ailleurs sur l'une des cartes postales, que la voie de ferrée est en bon état. Donc les trains circulent dès le 17 septembre 1914, une semaine seulement après la fin de la bataille. Et aussi, on a un témoignage de cette disparition des traces du combat qui nous vient de Paul Jolibois, donc, grand blessé de cette bataille de la Vaumarie, qui revient en juin 1916 sur ce champ de bataille. Il profitait à ce moment-là du cantonnement de son bataillon de chasseurs à pied du côté de Preux-en-Argonne pour venir en pèlerinage avec les jeunes recrues de ce bataillon. Et voici ce qu'il a témoigné à propos de ce pèlerinage. Au cours de ce repos, nous emmenons nos hommes sur le champ de bataille de la Vaumarie, distant de quelques kilomètres seulement. Sur ce coin de lutte ardente, durant les journées du 7 au 10 septembre 1914, un exposé palpitant est fait à nos poilus avec la dans le courant d'avril. Les tombes nombreuses témoignent de la valeur de ceux qui sont tombés là au cours de ces journées tragiques. 106e RI, 25e et 21e bataille BCP sont des inscriptions bien des fois répétées. Toutefois, la trace du combat a disparu, les remblais de la voie ferrée et du chemin de fer meusien ont été refaits, la voie elle-même restaurée, le train passe, les champs sont couverts de moissons, la prairie de verdure, l'oubli sera complet sans les tombes, ce pèlerinage produit sur tous les cœurs une impression profonde. Donc, effectivement, les traces du combat ont disparu pendant les hostilités, ce qui m'a permis d'en venir à la conclusion. Quelles traces reste-t-il de la bataille de la Vaumarie? Alors, les tombes isolées que vous voyez, qu'on a vues précédemment, sur le territoire de Rambert-Courcemaine, elles n'existent plus. On peut encore en voir quelques-unes sur le territoire de Courcelles-sur-Aire. Et pour voir où reposent les morts de la bataille de la Vaumarie, on peut très bien aller au cimetière militaire de Rambert-Courpont. Donc, ce sont en fait deux cimetières militaires côte à côte, l'un français et l'autre allemand, qui datent tous deux de 1919. Donc, le cimetière militaire français reconnaissable avec ses croix blanches, le cimetière militaire allemand reconnaissable avec ses croix grises. Du côté français, donc, ce cimetière contient les restes de 5509 soldats, dont 2160 qui reposent en tombe individuelle. Le restant repose dans les ossuaires sommitaux. Du côté allemand, ce sont 4978 soldats qui reposent donc, dans la partie allemande, dont 583 qui reposent sous les croix grises. Le restant repose dans un ossuaire, lui aussi au sommet de la nécropole allemande. Et dans cet ossuaire, ce sont essentiellement donc, des soldats qui sont tombés en septembre 1914. Dans le cimetière militaire de Rambert-Couropot, on peut voir aussi au sommet de la partie française de cette nécropole le monument que vous avez à droite, donc, qui est le monument Oblation Pro Patria, un monument réalisé par Roger de Préville, qui a été inauguré en 1932. C'est un monument dont la forme s'inspire des pietas que l'on peut trouver dans les églises, mais à la place du corps du Christ, c'est le corps d'un soldat, même d'un chasseur à pied. Et pour cause, l'origine de ce monument revient à la mère donc, du sergent Jobard, qui faisait partie du 26e bataillon de chasseurs à pied et qui a trouvé la mort au cours de la bataille de la Vaumarie. Donc un monument donc, qui rend hommage aux morts de cette bataille. Sur le champ de bataille de la Vaumarie, près des ruines de la gare de la Vaumarie, donc la première ligne de défense française. Et il s'est fait le gardien de la mémoire de cette bataille de la Vaumarie. Et en 1927, alors qu'il était instituteur dans mon village, à Rumont, il a rédigé un ouvrage qui s'appelle « La vallée de l'Ezrul, combat de la Vaumarie ». Et grâce au
succès que va rencontrer cet ouvrage, il va faire dans un premier temps sur les murs de la gare de la Vaumarie. Cependant, dans les années suivantes, le chemin de fer meusien disparaît, la gare de la Vaumarie tombe en ruine. Donc Paul Jolibois, pour éviter que sa plaque ne disparaisse également, il va acheter le terrain qui se trouvait à côté de la gare de la Vaumarie. Il va réaliser la stèle que vous voyez ici, qui va la faire avec des pierres qu'il va ramasser sur le champ de bataille, et il va apposer dessus sa plaque commémorative. Il va y avoir donc une deuxième inauguration en 1950. Et là, on ne le voit pas sur cette photo, mais tout autour, on a donc un bosquet qui est constitué de 29 sapins, 29 comme le chiffre du bataillon de Paul Jolibois. Alors de part et d'autre, vous avez peut-être remarqué les deux croix qui se trouvent de part et d'autre du monument. Ce ne sont pas des tombes, hein, c'est purement décoratif. Ce sont des croix sur lesquelles il est marqué respect et souvenir. Ce sont des croix qui ont été rajoutées dans les années 2000. Je précise que ce monument sert de cadre à chaque deuxième dimanche de septembre à la cérémonie anniversaire de la bataille de la Vaumarie. Pour terminer, donc, je souhaite dédier cette conférence non seulement à la mémoire de tous les combattants qui se sont affrontés pendant la bataille de la Vaumarie, et parmi ceux-ci, donc Maurice Genevoix, donc, qui, pour rappel, entrera donc en Panthéon le 11 novembre prochain. Et Maurice Genevoix, dont le souvenir est quand même présent à Rambert-Coropos sur la photo que vous avez sur cette diapositive. C'est une plaque commémorative qui se trouve au centre du village, qui rappelle, c'est-à-dire 80 ans après le passage de Maurice Genevoix à Rambert-Coropos. Cette place a été rebaptisée donc en son hommage, donc place Maurice Genevoix. Le panneau bleu que vous avez en dessous, donc c'est un panneau qui a été posé en septembre 2014 pour le centenaire justement de la bataille de circuit de découverte. Cette plaque justement a été posée en présence du petit-fils de Maurice Genevoix, donc Julien Larère Genevoix. Je souhaite remercier donc l'association Histoire d'en parler pour l'organisation du Printemps de l'Histoire Géo, pour m'avoir permis de venir m'exprimer dans le cadre de cette visioconférence, à l'ensemble des membres de l'association Histoire d'en parler, notamment donc, son président Pierre Xertoff, et bien sûr vous, chers auditeurs, pour votre attention. Voici donc aussi pour terminer quelques éléments de bibliographie si vous voulez en savoir plus sur cette bataille de la Vaumarie. Ah, je crois qu'on a perdu Mickaël. Il a dû avoir un problème de connexion. Alors, avant de passer aux questions, il pourra remettre le point de bibliographie. Je vous ai mis dans le chat un petit lien de questionnaire à remplir pour nous aider à nous améliorer. Pour les questions, on va essayer de faire ça facilement. Alors, soit vous avez... en fait, on va faire qu'une seule façon, ça sera plus simple au vu des problèmes de débit, en espérant que Mickaël arrivera à revenir. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... vous allez poser une question dans le chat et nous allons y répondre. Comme ça, on va essayer de garder un débit satisfaisant tout au long de la conférence. La bibliographie, vous pourrez la retrouver si vous voulez sur notre site. On essaiera de la publier suite à cette petite coupure. Donc voilà, si vous avez des questions à poser à Mickaël Mathieu. Moi j'avais une première question, comme ça fera peut-être venir les autres. Sur l'aspect mémoriel, c'est-à-dire comment aujourd'hui cet épisode est repris dans le village, dans la région.
Est-ce est-ce qu'il y a encore des descendants de soldats? Alors, beaucoup, j'imagine, ne venaient pas forcément de la région, hein, même de la Meuse. Mais est-ce qu'on retrouve un peu ce souvenir dans le village? Alors effectivement, on retrouve le souvenir de la bataille de la Vaumarie à Rambert-Courrepeau. Pour cela, on peut très bien aller dans l'église Saint-Louvent, où il y a un vitrail commémoratif. Il y a aussi des plaques commémoratives. Il y a donc ce monument que j'ai présenté à la fin, donc sur le champ de bataille de la Vaumarie, qui sert de cadre pour chaque année, le deuxième dimanche de septembre, à la cérémonie anniversaire de la bataille de la Vaumarie. Et pour ce qui est des descendants, donc les descendants, il y en a des descendants de combattants de la Vaumarie. Donc j'ai cité par exemple le cas de Julien Larrière-Genevoix, qui est le petit-fils de Maurice Genevoix, qui était qui était venu à Rambert-Courrepeau en 2014 au moment du centenaire de la bataille de la Vaumarie. Et moi-même, je suis en contact avec Denis Jolibois, qui est l'un des descendants de Paul Jolibois, ce qui a été aussi l'une de mes sources à propos de Paul Jolibois. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas. S'il n'y a pas de questions, c'est tant mieux, hein, ça veut dire que ça a été complet. J'avais une question concernant les sources. Là, c'est beaucoup plus à titre personnel. Euh, Comment vous avez fait en fait pour avoir, enfin, j'imagine que vous avez consulté les sources de l'état-major en plus des sources de Romer et de Genevois pour avoir vraiment le détail presque jour par jour des opérations. Est-ce que vous avez été aux sources de service historique de la défense ou alors c'est que vraiment les archives privées que vous avez citées? Alors, pour les sources, donc, elles sont quand même assez variées, hein. Donc, effectivement, pendant mon doctorat, je suis allé souvent au service historique de la défense, qui comprend notamment dans les sources les comptes rendus rédigés vraiment sur le vif de ces combats-là. En source, donc il y a bien sûr les témoignages laissés par ces personnages qui ont vécu donc cette bataille de la Vaumarie. Il y a également aussi sur le site Mémoire des Hommes, les journaux de marche et des opérations. Je me suis appuyé aussi sur les grands récits officiels, les armées françaises dans la Grande Terre, du côté français, Der Weltkrieg 14-18 du côté allemand. Et le tout, ça a vraiment été de croiser. J'ai vraiment voulu restituer d'être au plus proche possible de ces combats et de les présenter véritablement à différentes échelles, que ce soit aussi bien au niveau du commandement, au niveau des généraux, qui voyaient les opérations depuis leurs états-majors qui étaient éloignés de la zone de front, mais aussi des combattants qui étaient en première ligne et qui ont vécu cette expérience, même cette attaque nocturne, qu'on peut dire qui a été véritablement traumatisante pour certains d'entre eux. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question. J'en poserai une dernière alors. Quel retentissement, quelle influence va avoir cette bataille-là sur la suite de la guerre, d'une part, et d'autre part, comment c'est perçu par le reste de la France? Est-ce que dans la presse de l'époque, on parle de cette bataille? Est-ce que les généraux, les gouvernants vont aussi l'aborder ou est-ce qu'elle rentre dans un ensemble beaucoup plus important? Voilà, globalement. Alors, ça fait partie d'un ensemble plus important. D'ailleurs, en fait, la bataille de la Vaumarie en elle-même, elle n'a pas eu une grande influence sur le plan stratégique. Si j'en ai parlé, c'était par rapport à la présence des témoins célèbres, puis c'était une façon aussi de rendre hommage à Maurice Genevoix, vu qu'il entre au Panthéon cette année. Donc, la bataille de la Vaumarie, elle n'a pas eu d'incidence stratégique par rapport à l'ensemble de la bataille de la Marne. D'ailleurs, ce qui va sceller la victoire française, c'est des événements qui se passent de l'autre côté du front. La retraite de la 5e armée allemande, en fait, elle est causée par effet domino
par les retraites successives des premières, deuxième, troisième et quatrième armées allemandes. Donc cette bataille de la Vaumarie, bon, elle a cependant un certain retentissement au niveau local parce que bon, là on célèbre donc la résistance française au cours de cette nuit du 9 au 10 septembre 1914. Mais dans le secteur tenu par la 3e armée sur la bataille de la Marne, en fait, c'est pas le secteur le plus connu parce que ça aurait pu très très mal tourner dans ce secteur, notamment à quelques kilomètres seulement à l'ouest du secteur de la Vaumarie, dans le secteur de la Trouée de Revigny, où là, la 5e armée allemande a été très très proche d'atteindre ses objectifs avant de se replier face à la contre-attaque française. Et si ça avait eu lieu, bah, ce qu'on appelle communément le miracle de la Marne, bah, ça aurait été le désastre de la Marne. Bon, ceci dit, il y a quand même des sommités militaires qui ont rendu hommage à la bataille de la Vaumarie. Je me citerai par exemple que le maréchal Foch, qui a parlé de la bataille de la Vaumarie comme l'heureuse charnière qui avait contribué notamment au sauvetage de Paris. Mais c'est le seul grand hommage qui est rendu par les officiers d'en haut. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on va donc s'arrêter là-dessus. Je vous rappelle alors d'une part de bien remplir ce questionnaire pour nous aider à nous améliorer et avoir votre retour. Je vous donne aussi les noms des prochaines conférences puisqu'on se retrouve déjà demain avec notre président puisqu'il y a eu un changement, même si Michael Mathieu a dit que c'était encore moi. En effet, c'était il y a pas longtemps. Mais j'ai été remplacé donc par Pierre Tousneau qui donc interviendra demain avec une conférence sur Jacques Chirac, à la fois syndicaliste et ministre. Jeudi, on changera de sujet et même de thème, puisque ça sera une conférence de géographie avec Jean-Baptiste Guégan sur la géopolitique et le sport. Et enfin, vendredi, nous aurons la chance et l'opportunité d'accueillir Jean Garrigues, qui interviendra donc sur les hommes providentiels, une fascination française. Et enfin, samedi, une dernière conférence sur les histoires des paysages. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site www.histoired'enparler.com, les replays également sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Mickaël Mathieu, pour cette conférence très riche, très intéressante sur cet épisode et cette bataille. Merci également aux participants d'avoir été présents et d'être restés malgré les petits problèmes techniques du début. Et voilà. Merci à tous, bonne soirée et ensemble déconfinons l'histoire-géographie. Merci à tous et encore désolé pour les soucis techniques. Pas de soucis. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.